Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le But Football Club comme tous les jeudis de 20h à 21h. On va passer l'actualité du football en revue. Un petit salut amical à Michel Moulin et Cédric Rousseau Lionel Rousseau qui ne sont pas avec nous ce soir. Mais on a une pensée pour nos deux amis, mes deux compères, que je retrouverai jeudi prochain. Mais ce soir, je ne suis pas seul, les amis. J'ai Jimmy Algerino qui est toujours avec nous. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir tout le monde. Ça va, tu vas bien ? Très bien, très bien. Heureux de te retrouver, un certain Cédric Chasseur que j'ai connu à l'équipe et tout le monde, bien sûr. Ouais, mais tu as dévoilé donc la présence de Cédric ce soir. Cédric Chasseur, journaliste indépendant. Bonsoir Cédric. Bonsoir Karim, bonsoir à tous. Bon, bienvenue, on est content que tu sois avec nous ce soir. Et puis Benjamin Danier qu'on retrouve. Salut Karim. Qui a commencé à me chambrer, le responsable du But Football Club, à peine arrivé en me disant alors l'OM, donc champion, qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais c'est une petite anecdote aussi pour Jimmy Algerino. La semaine dernière, on nous annonçait un titre de champion et depuis, il y a eu un match à Strasbourg. Ah, vous êtes dur, les gars. Vous êtes dur. Les gars, ce soir, on a un programme qui est très riche, évidemment, parce que l'actualité du football l'est. On va parler de Lille, évidemment, le LOSC avec cet exploit, Est-ce que c'est le plus grand exploit de l'histoire du LOSC, d'avoir battu le Real de Madrid? Donc ça, c'est le premier sujet que je vais mettre à l'ordre du jour de notre But Football Club aujourd'hui. Monaco fait-il un beau centenaire? Monaco qui fête ses 100 ans, donc on va évoquer aussi l'AS Monaco, et puis Brest et la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont tenir la cadence? Miracle, confirmation? Qu'est-ce qu'on va dire sur le stade brestois? Et puis Grisou qui a fait ses adieux au bleu, avec une petite pincée un peu de sentimentalisme là, parce que beaucoup aiment Grisou, et vous allez me dire aussi ce que vous pensez de ses adieux. Est-ce qu'il était trop juste pour les Bleus? Est-ce qu'il l'a senti? Donc on va évoquer tous ces sujets. Donc Lille Real de Madrid, les gars. Je vais commencer par toi, Cédric, pour te souhaiter la bienvenue d'abord. Qu'est-ce que tu as pensé d'abord de ce match? Est-ce que pour toi c'est le plus grand exploit de l'histoire du LOSC? J'essaie de me remémorer un peu les grandes victoires et les grandes épopées du LOSC en Coupe d'Europe. C'est sûr que celui-là restera sans doute dans le top 3, c'est sûr, et en haut du top 3, c'est quasiment certain à mes yeux. Il y a beaucoup de choses en plus dans ce match, parce qu'il y a à la fois le rythme, le jeu proposé par les Lillois. La victoire est difficilement contestable, en tout cas sur une grande partie du match. Il y a ce dernier quart d'heure où le Real peut tout faire basculer. Mais ils ont regardé dans les yeux le Real Madrid. On ne parle pas d'un petit club du fin fond de l'Europe qui aurait pu venir à Lille en victime expiatoire. Non. C'est un exploit. Il y a l'ambiance, il y a l'âme du club, l'âme de l'équipe. En fait, c'est tout un condensé qui fait que cette victoire lilloise va rester et va marquer sans doute la saison de Lille. On y reviendra après, mais ça peut être aussi un marqueur important sur le reste de la saison de Lille. Ça marque effectivement, tu as raison, ça peut être un élément un peu déclencheur de quelque chose de grand derrière. Benjamin, même Carlo Ancelotti a reconnu que Lille était au-dessus à la fin. Oui, mais indépendamment de ça, je pense que pour moi, c'est pas du tout le plus grand exploit. C'est quoi le plus grand pour toi? Pour moi, ça reste Manchester United en 2005, quand ils gagnent 1-0. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a un immense écart entre Lille et, on va dire, le top 5 ou le top 10 européen. Aujourd'hui, il n'y a pas autant d'écart que ça. Alors, je sais bien que le Real Madrid... C'est le grand Real, quand même. Mais d'abord, c'est un immense Real Madrid. Enfin, le LOSC, c'est quoi? C'est le top 5 en France depuis maintenant pas mal de saisons. Il y a quand même une très belle équipe. Il y a des moyens derrière. À l'époque, je vous rappelle, quand je parle de Manchester en 2005, le gouffre, il est beaucoup plus important. Là, Lille fait un grand match contre un Real qui, ne l'oublions pas, parce que a du mal depuis le début de la saison. C'est pas une nouveauté. Et Lille, regardez l'effectif de Lille. Il y a quand même des super bons joueurs. Et hier, on voit quoi? On voit une très très bonne équipe de Lille. Et pardon, mais un exceptionnel chevalier dans les buts. Parce que s'il n'y a pas un exceptionnel chevalier dans les buts avec beaucoup de réussite, ça peut finir match nul. Donc, gros résultat, marqueur, je suis assez d'accord. Peut-être coup de gueule justifié d'Olivier Létang il y a quelques jours à Saint-Étienne, après une défaite. On lui avait beaucoup reproché sa sortie médiatique contre ses joueurs,
On s'aperçoit que depuis, ça va quand même beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'est peut-être une bonne chose? Mais en tout cas, ouais, bel exploit, mais pas du tout pour moi un plus grand exploit de l'histoire du club. Pour toi, c'est Manchester. Ouais. Jimmy, qu'est-ce qui se passe là dans la tête des Lillois là? D'abord, comment t'appréhendes ce match quand tu es joueur? Et puis, à l'issue de ce match fantastique, hein, donc tout le monde l'a dit, Lille méritait cette victoire. C'est un déclencheur pour l'équipe. Il se passe quelque chose là? Moi, je pense aussi, dans le sens où, effectivement, Olivier Létang avait parlé, après le match, que je crois, contre Saint-Etienne, de honte, de fausse équipe, je dirais. Et c'est vrai que d'avoir cette capacité face quand même à une belle équipe au Real de Madrid, ça montre quand même voilà, la qualité, le travail qui est fait. Et puis surtout, je dirais que c'est le cadeau que les joueurs se sont offerts, quoi, parce que taper le Real de Madrid, tout à l'heure on va parler de Brest. Brest, ça marque l'Europe du football. Là, la défaite du Real de Madrid, tout le monde ne va pas en parler. Mais par contre, pour les joueurs, ne serait-ce que déjà sur le palmarès, et puis surtout pour leur ego, pour leur carrière, c'est quand même important de gagner ce genre de match, et surtout de la façon dont ils l'ont fait hier. Tu penses qu'ils ont été touchés par les mots du coach dans leur amour-propre là? Et que ça les a fait réagir? Du président, c'est sûr, parce que de toute façon, ça fait jamais plaisir. Mais après, pour rester un ancien joueur de football, c'est le genre de match qu'on rêve de jouer, quoi. Donc, en plus, à domicile, il n'y a pas de match retour. Je dirais, bon, voilà, Olivier Létang a appuyé, je pense, surtout pour le championnat, parce qu'effectivement, il a des ambitions. Mais là, pour la Ligue des Champions, ils n'avaient rien à perdre. On a vu Thomas Meunier qui a dit on a l'impression qu'on est déjà perdant. Et puis, c'est vrai que je pense que s'il y a un bon moment pour jouer le Real de Madrid, c'est maintenant, quoi. Parce que de toute façon, eux, ils sont programmés pour être vraiment en forme et à fond sur l'objectif à partir de février. Donc, les planètes se sont alignées, comme on dit, et bravo aux Lillois, et puis surtout bravo à l'ambiance, parce que c'était magnifique dans le stade. Évidemment, donc le public du Nord, très chaleureux, très chaud hier. Donc, et Cédric, si tu avais 3 joueurs dans ton top 3 hier, c'est quoi chez les Lillois? Chevalier, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est vrai que il a maintenu l'équipe au-dessus du niveau de flottaison quand il le fallait. Je mettrais quand même Boady, parce que première titularisation en Ligue des Champions à 17 ans, le jour de son anniversaire. Faut quand même se dire que Genesio avait très peu de solutions au milieu de terrain, entre les blessures, les suspensions, les joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Le milieu habituel, c'est Benjamin André Gomez et Angel Gomez. Là, il fait rentrer Boady et il fait un match exceptionnel, hormis la petite erreur à la fin qui peut coûter un but. Heureusement que Chevalier était là notamment. Le troisième, je vais évidemment sortir Jonathan David, mais parce que c'est dans la continuité. Moi, j'avais la chance d'être au Havre le week-end dernier pour voir justement le 3-0 de Lille au Havre, et il continue, triplé samedi. Là, il met le penalty qui fait gagner, mais c'est au-delà de ça. Je trouve qu'il apporte une espèce de sérénité. Il est efficace devant le but. Il y a des courses qui ne se voient pas aussi à la télévision. Il amène des défenseurs. Il est usant pour la défense adverse. Il y a un gros travail et c'est vrai que il est peut-être un petit peu dénigré, parce qu'il mériterait sans doute d'être dans un club un peu plus huppé. Ça ne s'est pas fait cet été. Il est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent se jouer, et ça risque d'être un dossier chaud aussi pour Lille d'ici les prochains mois. Benjamin, après un exploit pareil, comment, d'après toi, on peut appréhender la suite pour Lille? Létang l'a très bien dit d'ailleurs juste après le match. Il s'est fait plaisir en reparlant de Saint-Etienne, où tout le monde lui était tombé dessus. Intéressant ce que disait Jimmy tout à l'heure en tant que joueur, parce que on sait que à Saint-Etienne, après la défaite, Létang a tenu un discours radicalement différent aux joueurs que devant les médias. C'est-à-dire qu'il est allé dans le vestiaire, il n'a pas du tout piqué une gueulante, et il l'a réservé pour les journalistes, pour les médias. Donc ces joueurs
joueurs ont été visiblement surpris. Je me souviens derrière de quelques papiers dans l'équipe, notamment où on parlait d'une certaine distance entre Genesio et Létang. Moi, je ne crois pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Genesio, qui avait déjà fait un gros coup avec Lyon, souvenez-vous, quand ils étaient allés taper City chez eux, recommence avec un énorme coup contre le Real. Effectivement, Jonathan David énorme. Et Genesio en parlait également. C'est un attaquant quand même qui a 20-25 buts par saison, qui fait un travail considérable, vraiment hyper fort pour le collectif. La suite, elle est simple. Le plus gros danger de Lille, c'est Lille, en fait, tout simplement. Et ça commence dès ce week-end. Et on sait, c'est un peu le mal français, hormis le PSG, évidemment, mais que la régularité, c'est ce qui fait la différence. Donc, effectivement, ils vont être attendus au tournant. Et puis, je pense qu'ils ont quand même lâché énormément d'énergie, soit mentale, physique, mais un match pareil, ça laisse des traces avec un tel exploit, forcément. Genesio qui aura quand même battu dans sa carrière et Guardiola, et Mourinho, et Ancelotti désormais. Énorme. Ouais, énorme. Pour un type viré de Lyon comme un malpropre, c'est quand même pas mal. Jimmy, une question. Est-ce que ça te met plus de pression ou ça te libère un match comme ça? Non, ça libère, parce que de toute façon, entre guillemets, s'ils n'avaient pas lancé leur saison, là, elle est totalement lancée. Et en plus de ça, on sait que en championnat, ça a été un peu poussif. Et grâce à cette victoire, l'équipe et surtout Genesio va pouvoir capitaliser avec des joueurs qui sont rentrés, qui ont montré de belles choses, qui sont rentrés dans leur championnat. Moi, je voulais, tout à l'heure, tu disais par rapport aux hommes du match. Bon, bien évidemment André, parce que de toute façon c'est la locomotive, mais Genesio quand même, je pense que c'est un des hommes du match, quoi, parce qu'il a l'habitude de ces matchs-là, il a l'habitude aussi de les gagner, et c'est vrai que là, faire ce qu'il a fait avec l'équipe qu'il avait face au Grand Real de Madrid, moi bravo et chapeau à lui, quoi. Les amis, je vous propose une petite pause et on se retrouve, donc bravo les Lillois évidemment, on revient avec Monaco qui va fêter son centenaire. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. De retour dans le But Football Club, les amis, jusqu'à 21h, nous sommes ensemble avec Jimmy Algerino, Benjamin Danet, Cédric Chasseur, avec un programme qui est très riche. On vient de parler de Lille, donc, et on a évoqué cet exploit face au Real de Madrid. Félicitations encore aux Lillois. On va évoquer Monaco, là, les amis. Les amis, Monaco qui fête son centenaire. Alors, Monaco, c'est un club qui ne soulève pas, on va dire, les foules les jours de match. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pas moi le Marseille qui veut dire le contraire, mais c'est quand même. Ça faisait longtemps. Non, mais c'est quand même un club qui a un beau palmarès, quoi. Je veux dire, et qui a eu de belles époques, de belles années. Alors quand je te dis Benjamin, donc je me tourne vers l'ancien comme moi. Donc dans l'histoire de ce centenaire, donc qu'est-ce que tu retiendrais? Moi, Monaco, c'est But à Monaco de Jean Farneau, parce que c'est toute mon enfance. Tu nous ramènes à quelle avec année, le multiplex des années 70, avec animé par Pierre Loctin et Jacques Vendroux sur France Inter. Voilà. Non, moi Monaco d'abord j'ai envie de dire, là on me parle de centenaire, c'est ce que je viens de dire en antenne, c'est pas un club auquel je pense tous les jours. Ça reste des noms, plutôt des entraîneurs. Alors effectivement, pour les plus anciens comme moi, c'est Lucien Leduc sur le banc de touche, c'est Dalger, c'est Onis. C'est pour toi la séquence la plus glorieuse de Monaco, c'est cette séquence-là? Ah non, parce que je pense que la séquence la plus glorieuse, c'est quand même avec Arsène Wenger. Je pense que véritablement, mais juste un petit mot sur Monaco. Je regardais, quand j'ai su qu'on faisait ce thème-là, je me suis dit, tiens, j'ai regardé un peu leur palmarès. Pour moi, avec les moyens dont dispose ce club, que le dernier titre de champion, alors je veux bien qu'il y ait le PSG en face, mais c'est pas normal que ce club ait pas un plus gros palmarès avec tous les moyens et les joueurs exceptionnels dont il dispose depuis pas mal d'années. Ouais, force est de constater que ça suffit pas, qu'il faut aussi d'autres ingrédients. Je pense, on le connaît le problème de Monaco. À chaque fois qu'on dit qu'on parle de football, c'est à Marseille c'est compliqué, à Saint-Etienne ou à Lens il y a de la pression, et à Monaco il n'y a pas de pression. Voilà, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Enfin, il suffit de regarder les équipes qu'il y a eu à Monaco ces 20, ces 30, ces 40 dernières années. C'est juste exceptionnel. Il y a des joueurs formidables quand même.
C'est vrai, Cédric, le palmarès, effectivement, est-ce qu'il est à la hauteur aujourd'hui de ce club? En même temps, regarde l'effectif d'aujourd'hui et tu le compares avec l'effectif dont on parlait tout à l'heure, peu importe les décennies. Si on compare à l'équipe de 2004 qui fait finale de Ligue des Champions, si on compare à l'équipe avec Thierry Henry et Trezeguet par exemple, même si on compare avec l'équipe qui a été championne de France 2017, si je dis pas de bêtises, Ça fait récemment. il y a quand même un écart, quoi. Et l'équipe, sans rien enlever à 18h et à ses joueurs, moi, cette équipe-là, elle propose un jeu qui est plutôt sympathique à regarder, c'est pas désagréable. Mais ça fait pas rêver, quoi. Moi, Monaco me fait pas rêver. T'as jamais fait rêver Monaco? Jamais, il n'y a pas une séquence que tu as suivie. À part la séquence de 2004 avec Didier Deschamps sur le banc et l'épopée européenne, mais c'est plus l'effet de l'épopée européenne et des matchs proposés par Monaco que de l'équipe en elle-même. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, on s'est pris au jeu avec l'AS Monaco à cette époque-là. Mais derrière, il n'y a rien pour moi qui s'est créé, quoi. Moi, je me suis pas dit, tiens, je vais supporter Monaco, je vais suivre Monaco 2005. Bon, je suis retourné à suivre les clubs qui m'intéressaient et puis basta, quoi. Jimmy, toi en tant que joueur, bon, c'est vrai, on l'a dit, il y a quand même des joueurs fabuleux qui sont passés par Monaco. Donc il manque pas quelque chose à Monaco en tant que joueur. Comment tu vois les choses, toi, avec la carrière qu'elle a tienne? Merci Karim déjà de dire, parce que moi j'ai passé une année à Monaco en 91 avec l'époque d'Arsène Wenger. Tu fais partie de ces super joueurs qui sont passés par Monaco. Voilà, c'est pour ça. Oui, merci. C'est pour ça. Merci beaucoup, Karim. Moi, j'ai eu la chance. Bon, j'ai pas pu. Enfin, j'étais pas sur la feuille de match, mais j'étais là le jour de la finale de Coupe des Coupes au stade de la Luz contre le Werder de Brême, il me semble, où on avait perdu 1-0. Voilà. Enfin, je veux dire, Monaco, c'est à l'image de la ville, quoi. C'est beaucoup de, c'est classe, c'est élégant, ça peut être efficace, mais c'est dans la continuité. Il manque ça au club. Ça veut dire que il y a des trous dans ce club qui malheureusement ne peut pas placer l'AS Monaco, je dirais, derrière par exemple le Paris Saint-Germain ou derrière l'OM. C'est vrai que on parlait tout à l'heure de Lille avec ce qui se passe. C'est ces trous d'air de la part de l'ASM qui empêchent de mettre ce club. Mais c'est lié à quoi? C'est la ferveur qui manque? C'est quoi? Il y a quelque chose là. Je veux dire, avec le potentiel joueur qu'ils ont eu. Bon, c'est quand même un des plus beaux palmarès. 8 titres de champion de France, 5 coupes de France, 4 trophées des champions, une coupe de la Ligue. C'est pas rien non plus en termes de palmarès. Moi, je pense que c'est l'après-Campora. Je pense qu'a été un peu compliqué parce qu'il y avait vraiment une emprise. Bon. Effectivement, ils n'ont pas eu de la chance. Karim, tu vas apprécier, parce qu'à cette époque-là, ils ont eu l'OM comme adversaire, et donc chaque fois, je confirme. Les Monégasques qui se sont retrouvés deuxième, même sur la Coupe de France. Mais en tout cas, je pense que l'après Campora, les présidents qui se sont succédés, ça n'a pas été évident. Et puis après, derrière, ce qui s'est passé aussi à Monaco, c'est que les présidents qui sont arrivés, ils ont voulu faire du trading, ils ont voulu vendre, ils ont voulu se séparer de joueurs qui étaient bankable. Et c'est ça, pour un club qui a les ambitions de truster les premières places, et même en Ligue des Champions, d'avoir cette absence que les grands clubs n'ont pas et que Monaco malheureusement a eu. Mais parce qu'il n'y a aucun grand club qui fait du trading. Enfin, c'est ça. Qui veut aujourd'hui supporter une équipe qui veut juste montrer ses meilleurs joueurs, en faire des stars pour pouvoir les vendre plus cher? C'est pas ça une équipe de foot. C'est pas ça l'âme du foot. Oui, c'est-à-dire qu'on s'identifie en tout cas pas à une équipe qui fait ça. Ça, c'est une certitude. Il y a un club. C'est bien ce qu'on dit, quoi. Il n'y a pas le fonctionnement, il n'y a pas l'âme, il y a ce qu'on attend d'un club de football. Il y avait plus d'âme dans les années 80-90, même début des années 2000 qu'aujourd'hui. Et puis il y a la coupure. Jimmy en parlait en filigrane, mais il y a la coupure aussi à Ligue 2. C'est-à-dire que là, quand vous descendez en Ligue 2, vous allez vraiment au plus bas, vous essayez de reconstruire. Monaco a très bien reconstruit, mais ils auraient très bien pu travailler sur l'équipe qui a été championne de France en 2017 et essayer de construire quelque chose sur la durée.
Là, peut-être qu'il y aurait pu y avoir quelque chose qui se serait créé avec les supporters. Force est de constater qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis dans les 2 ans qui ont suivi. Et il n'y a pas que Mbappé, évidemment, ils s'en sont servis, mais Mbappé, pour le coup, ils auraient peut-être pas pu le garder, mais au moins avec l'argent Mbappé, ils auraient pu faire quelque chose d'autre, quoi. Benjamin, on a évoqué le Monaco des années 70-80, ensuite un Monaco plus récent, les années 2000. Monaco aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? Ça peut prétendre à quoi? Monaco, pour moi, c'est presque un mystère chaque saison. C'est-à-dire qu'en début d'exercice, tout le monde se dit, bon, évidemment, il y a le PSG. Pour revenir à la discussion qu'on a eue la semaine dernière sur l'OM, je disais qu'il y avait encore un boulevard entre le PSG et l'OM, mais je trouve qu'il n'y a pas nécessairement le même boulevard entre le PSG et Monaco, parce que ça pouvait être un concurrent. Et puis ils ont des bonnes passes, puis ils ont des trous d'air. Et puis ça finit toujours dans le top 3, dans le top 4. Hein. Ça revient en fin de saison, ça accroche de temps à autre la Ligue des Champions. Mais voilà, ça décroche pas le Graal. Alors certes, c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a des moyens encore plus conséquents, ceux des Qataris. Mais je trouve quand même que ce club... je dis pas mériterait autre chose. Moi, je suis toujours très admiratif du petit cop à Louis II derrière les buts, parce que ça va pas être facile à chaque match, soit de jouer quand même dans un stade vide, soit de jouer avec beaucoup plus de supporters de l'équipe adverse. Cop qui est plus impressionnant d'ailleurs à l'extérieur. Oui, bien sûr. Il y a plus de supporters qui font les déplacements. Exactement. Et les cops sont encore plus impressionnants à l'extérieur. C'est sûr. Jimmy, Monaco cette année, tu y crois, toi? Il peut se passer quelque chose, donc... Est-ce qu'ils ont un potentiel qui peut les mettre en haut du classement et qui peut leur faire des choses intéressantes? Oui. Parce que tu les suis de près, toi? Oui, moi j'aime beaucoup ce club. J'ai joué une année avec Arsène Wenger, juste pour les souvenirs. Il y avait quand même Georges Weah, il y avait Yuri Djorkaeff, il y avait Jean-Luc Ettori, il y avait Marcel Dib, il y a Rui Barros. C'était quand même une équipe exceptionnelle. Malheureusement, il y avait l'OM. Et d'ailleurs, Jimmy, tu parlais de la finale contre le Werder, triste finale, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais survenue, je crois, le lendemain du drame de Furiani, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai, très triste souvenir pour le football. Non mais tout à fait, oui. Moi je suis après je pense que cette année oui, parce que ils n'ont pas loupé la Ligue des Champions. C'est vrai que ça faisait quand même quelques années où ils se retrouvaient 3e, ils jouaient les tours préliminaires, donc ça cassait quand même pas mal l'élan de l'équipe et puis surtout au niveau du recrutement. Là cette année ils ont quand même les joueurs. Même si ça reste quand même assez jeune, ils ont le fait d'être dans le rythme de la Ligue des Champions. Donc en tout cas, aujourd'hui, moi je vois Monaco comme le premier adversaire du Paris Saint-Germain. Si tu devais faire un prono, Cédric, tu dirais quoi en termes de classement pour Monaco? Ça doit finir 2. Ça doit finir 2 derrière le Paris Saint-Germain. Ah ouais, carrément. Bah bien sûr. Mais il y a pas. Regarde la tête qu'il fait là. Là tu fais un heureux là. Il est content. Mais c'est si on regarde d'un point de vue effectif, d'un point de vue, il y a une certaine continuité aussi dans ce que fait Adi Hütter. Finalement, il y a un travail quand même depuis 2 saisons. Donc ça part de moins loin que l'OM, par exemple, si je veux reprendre. Bon les gars, vous me dégoûtez. Je passe qu'on va passer au 3e sujet. S'il y a une concurrence, c'est pour la 2e place, ce sera avec l'Olympique de Marseille. Et ce qui peut peut-être sauver l'OM, c'est de ne pas avoir de Ligue des Champions cette saison pour terminer devant. Mais je pense que Monaco est peut-être mieux armé sur la durée que l'OM. Bon, Benjamin, Jimmy, je vous demande pas combien vous les mettez. Donc je vous propose une petite pause et on revient pour parler de Brest. Ah, la Brest, Ligue des Champions. Voilà. Donc est-ce que c'est miracle, confirmation? Je vous entends parler du Stade Brestois. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. De retour dans le But Football Club, les amis, comme tous les jeudis de 20h à 21h. Mes compères Lionel Rosso et Michel Moulin m'ont lâché ce soir, mais ils reviendront jeudi prochain. En tout cas, on a une pensée pour eux, donc on leur claque la bise à tous les deux. Mais je suis pas seul, j'ai Jimmy Algerino avec moi comme tous les jeudis. J'ai Cédric Chasseur, qui est journaliste indépendant, qui nous a rejoint ce soir, et ça nous fait grand plaisir de l'avoir avec nous. Et puis Benjamin Danet, qui était là la semaine dernière et qui me titille
derby en Corse olympique de Marseille ce soir, qui fait exprès, ça lui fait plaisir. Responsable au But Football Club. Je t'équipe pas. Mais si, tu n'arrêtes pas. Je suis avant-dernier du classement avec mon club de l'ASS. Mais moi, tu as vu que je te branche pas. Tu as vu que je te branche pas. J'ai du respect pour l'ASS. Non, mais forcément, tu t'inclines devant le plus grand club français. C'est logique. Respect. Il m'a fait rêver. J'avais 10 ans en 76. Donc, les amis, je voudrais qu'on parle dans cette troisième séquence du Stade Brestois. Stade Brestois qui fait une entrée fracassante en Ligue des Champions. Même s'ils n'ont pas joué contre le Real de Madrid ou Manchester, je veux dire, ils ont quand même 2 victoires pour une première présence en Ligue des Champions. Est-ce que vous qualifiez effectivement ces 2 victoires presque de miracle? Est-ce que c'est une confirmation? Est-ce que vous êtes surpris, Benjamin? Non, moi je suis pas du tout surpris. Confirmation. D'abord parce que Brest a quand même plus que bien joué toute la saison dernière. Il y a quand même des joueurs de qualité. Après, on regarde le groupe de Brest en Ligue des Champions, on s'aperçoit de quoi? Il y a 3-4 cadors, si je dis pas de bêtises. Il y a le Real, il y a le Barça, il y a le Bayer Leverkusen, il y a peut-être le Shakhtar au-dessus, mais le reste, c'est tout à fait jouable. À la portée. Le PSV Eindhoven, ce qui va arriver, c'est à la portée. Sturm Graz, il me semble que c'était à la portée. Salzbourg, c'était à la portée. Ils ont explosé. Voilà. Ouais, attention, ils ont explosé, mais ils ont quand même des grosses occasions, les Autrichiens, pendant le match, même si ça se termine à 4-0. Exactement, en première mi-temps. Ouais, exactement. Il va rester quoi? Il va rester, si je dis pas de bêtises, le Sparta Prague aussi. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est tout à fait jouable. Donc non, pas un exploit, la confirmation. D'abord, il y a un mec qui fait du super travail. Il s'appelle Eric Roy. C'est un super entraîneur et je suis ravi pour lui. Je suis ravi aussi pour un joueur qui est passé par la SS, qui s'appelle Madi Camara, qui est un super joueur. Et voilà, il y a un bon groupe. Et puis, on parlait de stars à Monaco. Là, il n'y a pas de stars, mais il y a des joueurs de foot qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de suivre, et on est vraiment content pour eux. Non, mais ils sont intelligents. Cédric, ça fait un plus du bien pour les caisses, ça. Oui. Non, mais il faut le dire. Ils ont quasiment en deux matchs, ils ont fait l'équivalent de ce qu'ils auraient eu avec les droits télé de 4 millions. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont touché les droits télé, c'est super. Ils vont assurer le coup. Mais surtout, ils sont intelligents. C'est-à-dire que quand tu vas chercher Ludovic Ajor, par exemple, pour aller faire ton attaque à Brest, c'est un coup magistral. Et c'est un joueur qui est plein de talent, qui, c'est sûr, il est pas dans le système des grands clubs, il a pas la capacité de jouer dans un top 8 européen, mais pour un club comme Brest, mais c'est magique. Et c'est un joueur hyper talentueux, et je les ai trouvés très intelligents dans leur recrutement cette saison, dans leur façon de construire leur club post-Ligue des pourtant pas simple. Ils ont quand même eu des départs et ils ont réussi à aller chercher pièce par pièce les bonnes parties du puzzle. On sait que ça va être compliqué en Ligue 1 cette saison de reproduire, parce qu'il y a la Ligue des Champions à côté, que ça va prendre beaucoup d'énergie. Mais comme l'a dit Benjamin, il y a en Ligue des Champions, je pense que c'est le club français qui a le tirage le plus abordable par rapport aux 3 autres. Et ils ont réussi à aller prendre des points là où ils peuvent aller prendre des points. Et il faut continuer à faire cela. Le Real, le Barça, derrière, ce sera des exploits. Si on peut aller chercher un petit point, ce sera déjà très très bien. Ouais, même les Leverkusen, je pense que c'est aussi. au-dessus. Ouais. Mais j'allais dire, c'est pas une surprise, c'est une agréable confirmation que de voir Brest à ce niveau-là. Jimmy, je rebondis sur ce que dit Cédric, cette entame-là, est-ce qu'elle peut permettre de rêver ou de se dire que finalement les phases finales sont possibles pour Brest? Déjà, le rêve, il est éveillé pour eux, parce que là où moi je suis très content pour eux, c'est que c'est tout bénef pour le club et aussi tout bénef pour les joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui se mettent en avant, qui se montrent aux yeux de pas mal de gens du monde du football, et ça c'est top. On parlait tout à l'heure de Lille, c'est vrai que c'est bien pour le club. Après, peut-être certains joueurs, de gagner contre le Real de Madrid à cette période-là, mais pour Brest en tout cas, ça a fait le tour du monde. On en a parlé aux États-Unis, on en parle en Angleterre, on en parle partout. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, oui, effectivement, il y a vraiment la possibilité pour eux de pourquoi pas se qualifier. Mais pour moi, en tout cas, ça reste quand même une surprise, parce que je ne pensais pas, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que beaucoup de joueurs n'ont jamais connu la Ligue des Champions, n'ont jamais connu le fait d'entendre la musique à l'entrée du terrain. Donc ça aurait pu les perturber, ça aurait pu les mettre en difficulté, même avec Eric Roy. Et en fait, on les sent complètement libérés, on les sent complètement... ils jouent leur jeu comme la saison dernière. Et moi, je vais même plus loin, c'est que j'espère vraiment qu'ils
comme on dit, souvent il y a un petit poussé, que ce soit pour la Coupe de France, pour la Ligue des Champions ou quoi, et j'espère que ça sera à Brest et qu'ils pourront, comme ils ont l'envie, de prendre le Stade de France et de pouvoir faire ce match et réunir plus de 80 000 personnes. Comme tu dis, Jimmy, soit tu es tétanisé, soit tu es galvanisé quand tu entends la musique de la Ligue des Champions. Benjamin, le 23 octobre, je crois que c'est le 23 octobre, si je dis pas de bêtises, c'est le Bayer Leverkusen. C'est une autre histoire quand même. Oui, c'est ce qu'on disait à l'instant. Effectivement, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a déjà 6 points de prix. C'est quand même hyper important. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà, on peut penser qu'il va y avoir d'autres. Je vois pas pourquoi Brest prendrait pas 1 ou 3 points contre le Sparta. Je crois qu'il y a 1 ou 2 équipes, je les ai citées tout à l'heure, mais je pense. Eindhoven, ça. Bon, alors Eindhoven, je pense que ça sera un peu plus rude. Mais enfin, voilà, c'est d'abord 6 points, c'est déjà ça. Ils sont 2e, si je dis pas. Voilà, ils sont 2e. Non, moi, je suis hyper content pour eux. Et puis voilà, encore une fois, on a envie de les suivre et on a envie d'accompagner pas cette surprise, mais c'est effectivement cette agréable confirmation. Brest, je trouve que ça fait un peu con de dire ça, mais c'est un vrai vent de fraîcheur. J'aime bien ces belles histoires. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser. C'est un coup de cœur, vraiment. Moi, ça me fait penser un peu, et c'est vrai que le fait de jouer à Roudourou aide aussi, mais l'épopée de Guingamp en Ligue Europa, à l'époque, c'est pareil, ils font, il me semble, quart de finale contre Kiev de mémoire, mais c'est. Il y a une espèce de vent de fraîcheur, et puis on tâtonne aussi avec cette nouvelle configuration de la Ligue des Champions, parce qu'il y a je ne sais combien de qualifiés. Évidemment, il y a les 8 qui vont être en quart de finale, mais derrière il y a 8e de finale qui vont être ouverts pour ces équipes. Donc il y a quand même une porte, il y a un coup à jouer pour Brest, qui a tout à fait le niveau d'aller chercher une des dernières places qualificatives pour ces 8e de finale. Et ce serait pas du tout indécent de voir Brest en 8e de finale. Juste. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs pour l'indice UEFA français. On va les remercier de jouer le jeu à fond et d'aller chercher les points. Mais il a raison, Jimmy. Moi, ils me font penser à ces petits poussés en Coupe de France, mais là, c'est à l'échelle au-dessus. Donc, en Champions League, que tu attends pas, qui te surprennent, qui font un parcours parfois surprenant, qui marquent la vie d'un club. Et tout à l'heure, je parlais des 4 millions d'euros, c'est ça précisément qu'ils ont pu prendre en 2 matchs. C'est pas rien pour un club comme le Stade Brestois. C'est 10% du budget de fonctionnement, les gars. Ils ont un stade qu'ils vont construire. Ils ont un stade qu'ils vont construire, donc ils ont aussi ces besoins-là. Ouais. Ça permet de passer à l'étage au-dessus, non, Benjamin? Ça fait grandir un club de plus en plus, même si là, effectivement, Brest a grandi en version accélérée. Mais en tout cas, ça fait du bien, voilà, tout simplement. C'est cohérent dans le travail, c'est cohérent et c'est fait de façon intelligente. Et puis, vraiment, j'insiste bien sur Cédric avait raison, le mercato estival n'était pas simple. Quand on se qualifie pour la Ligue des Champions, dès qu'on essaye d'acheter des joueurs, tout le monde, il y a une surenchère parce qu'on vous dit, voilà, vous avez de l'argent, donc vous allez nous acheter des joueurs beaucoup plus chers. Il y a effectivement la tentation pour certains de partir. On se souvient déjà que Les Melou, si je dis pas de bêtises, avait été approché par le Stade Rennais au dernier mercato hivernal. Finalement, ils avaient insisté pour qu'il reste. Les Melou l'avait mal prise, on finit la saison en trombe. Éric Roy dirige superbement cette équipe, c'est sain, il y a des joueurs sympas qui communient avec le public. Non, ça donne vraiment envie de continuer à les suivre. Jimmy, on parle d'Éric Roy là, donc depuis tout à l'heure, on a raison, parce que c'est quand même aussi, je dirais, un peu l'ordonnateur de cette ambiance, de cette atmosphère, de ces résultats. Et sur le rectangle vert, sur le terrain, qui tu retiens toi comme joueur, qui te marque aujourd'hui au Stade Brestois? Tu as des noms ou pas? De nom pas particulièrement, parce que c'est vrai que c'est compliqué, et une équipe comme ça, s'il ne joue pas à 11 et vraiment collectivement, c'est quand même assez compliqué. C'est vrai qu'un joueur, par exemple, c'est un joueur qui apporte du poids, de l'impact, la possibilité aussi, voilà, de temps en temps de pouvoir jouer long et après garder les ballons. Mais moi, je retiendrai vraiment un petit peu comme Lille, ça veut dire le collectif, et puis surtout, effectivement, Éric Roy qui fait un coaching, qui fait un travail quand même assez extraordinaire. Tu parlais, Karim, que le club puisse progresser. Moi, je me rappelle à l'époque, moi j'avais eu cette discussion avec Leonardo, qui se plaignait un petit peu par rapport au Paris Saint-Germain, que le club pensait trop à tout ce qui était business, commercial, et non pas à gagner, à avoir des titres, surtout en Europe. Là, aujourd'hui, pour le projet de Brest,
ils peuvent avancer grâce aux résultats. Et ces résultats-là vont leur permettre de grandir et puis surtout d'obtenir ce stade et d'avoir une pérennité déjà en Ligue 1 et peut-être, pourquoi pas, pour l'Europe régulière. Ça fera progresser le club sans aucun problème. Cédric, en termes de joueurs, là, qui tu retiens, toi ? On a cité 2 qui sont déjà pas mal. Moi, c'est vrai que Lesmelou et Ajorc, pour moi, c'est la recrue phare. Enfin, pour moi, c'est vraiment la très très bonne pioche. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi d'autres clubs se sont pas positionnés sur lui. Il a déjà montré en Ligue 1 qu'il avait le talent. Mais c'est vrai que il y a un esprit collectif qui ressort aussi, et ça, c'est le travail d'Eric Roy. On va quand même se souvenir qu'ils jouaient le maintien il y a 2 saisons, quoi. Ils sont pas passés loin de la catastrophe. Eric Roy est arrivé. Tout le monde riait au nez de Brest parce qu'ils avaient pris Eric Roy, qui n'avait pas été entraîneur depuis 10 ans, tout le monde disait que Brest allait partir en Ligue 2, et au final, voilà comment un projet peut renaître. Des fois, il faut prendre des risques dans le foot. Il faut savoir prendre des risques. Et Brest, on parlait tout à l'heure de trading avec l'AS Monaco. Brest n'est pas forcément dans ce schéma-là. C'est le contre-modèle. C'est le contre-modèle parfait. Disons les choses clairement. Eux, ils vont pas. Évidemment, s'il y a un bon coup, il y a un grand joueur qui va se démarquer chez eux, ils seront obligés, parce qu'ils sont pas encore dans le Gotha européen, même malgré les résultats. Ils vont forcément céder et prendre aussi l'argent de la vente. Mais ils sont pas dans ce modèle-là. Eux, ils sont dans la construction. Ils sont sur le long terme. Et c'est ça qui va sans doute, et je suis content de voir un club comme Brest qui va sur le long terme, qui travaille sur le long terme, réussir. Parce que il faut que dans le foot aujourd'hui moderne, qui tend vers des choses qu'on n'aime pas voir, qu'il y ait ces clubs-là qui résistent et qui nous montrent qu'il y a une autre voie qui est possible. C'est la recette qui démontre que quand on s'appuie sur des fondations solides, avec des hommes de qualité, Eric Roy, on l'a dit plusieurs fois, donc ça peut marcher. Et puis un super bon DS, Grégory Lorenzi, si je dis pas de bêtises. Il fait un super boulot aussi, lui. Et au niveau des joueurs, toi, qui tu ferais? Non, pas de joueurs. C'est le collectif, depuis tout à l'heure. Non, mais moi je une pensée forcément pour Madi Camara, parce qu'il a évolué à la SS, mais je suis tellement content pour lui, et puis surtout il montre à quel point il fait quand même des matchs exceptionnels. Ajorc, c'est un super bon coup. D'ailleurs, il suffit de regarder, je crois que c'est le second but où il fait une remise exceptionnelle au centre du terrain. Il a un poids. Oui, sur le premier, il vient mettre avec l'extérieur du pied gauche une ouverture. Il a un impact incroyable, mais c'est plus un collectif. Peu de joueurs, peu de changements, peu de joueurs qui ont bougé, et puis un mec aux manettes qui tient bien ses hommes. Tout le monde, même en début de saison, il y avait eu de l'inquiétude. On se disait, tiens, ça va être plus compliqué. Et puis non, voilà, ça se passe très bien. Génial. Alors on a parlé de Monaco et on parle de Brest, et c'est vrai qu'il y a une forme de dualité identitaire. Là, on a un club qui manquait un peu d'âme, et puis là on a un club qui en a beaucoup justement, et qui a un rapport avec son public après cette victoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette liesse, cette communion, c'était fantastique. Bravo au Stade Brestois. Je vous propose une petite pause et on revient avec Griezmann qui fait ses adieux au bleu. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. De retour pour la dernière partie du But Football Club en ce jeudi, comme toutes les semaines de 20h à 21h. C'est le But Football Club. Je suis entouré de Jimmy Algerino, de Cédric Chasseur, journaliste indépendant, de Benjamin Danet, qui est le responsable du But Football Club. Donc les amis, on a évoqué Lille et cet exploit fantastique face au Real de Madrid. Monaco qui fête son centenaire, et on a pu repasser un peu rapidement l'histoire de ce club qui a possédé des joueurs fantastiques, mais il manque un peu d'âme dans le public, on le regrette toujours, c'est bien dommage. Brest qui a fait une entrée en matière, je dirais fantastique, fulgurante en Ligue des Champions, et dont on attend le meilleur pour la suite. On croise les doigts, on espère les voir en phase finale. Et pour cette dernière partie, je voulais qu'on parle de Griezmann, les gars. Vous avez vu son petit clip là, donc Griezmann qui quitte les Bleus, qui fait ses adieux. Alors pour vous, Griezmann, Cédric, je commence avec toi. Pourquoi il part? Parce qu'il pense que c'est vraiment le moment? Est-ce que parce qu'il est un peu trop juste? Comment tu sens les choses? En tout cas, tu parlais du clip. Un clip comme ça, il se prépare pas du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose qui a été réfléchi depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je pense qu'il a senti, il y a une usure mentale, mais globale, je pense du monde du foot qui est en train d'atteindre un peu Antoine Griezmann. Je
pense que Deschamps a aussi un peu tué la fin de carrière internationale d'Antoine Griezmann. Dans son positionnement, ou en tout cas dans ses positionnements, parce qu'il l'a baladé de gauche à droite, voir le banc de temps en temps. Donc pour moi, Deschamps a une part de responsabilité, malgré tout ce qu'il a pu dire, de très positif, une relation on filiale. sait qu'il y a une relation extraordinaire entre les deux hommes. Et d'ailleurs, la conférence de presse, je vous invite à regarder, il fait une réponse qui fait de près de 5 ou 6 minutes sur Griezmann, c'est la première question de la conférence de presse. Il est atteint parce que c'était aussi le dernier relais finalement. Il n'y a plus personne de la finale de 2018 qui est dans l'équipe qui va jouer les 2 prochains matchs avec la blessure d'Mbappé. Donc je pense qu'il a senti qu'il y avait une cassure. C'était le moment. Et que c'était le moment. Benjamin. Oui, mais je pense que la cassure, elle date pas, à mon avis, des 2 derniers matchs de la Ligue des Nations. Je pense que la cassure, elle est pendant l'Euro. C'est un secret pour personne. Il finit l'Euro à 0 but, 0 passe D, et un sentiment de mal-être assez profond. Je crois qu'il parle à Téléfoot, si je dis pas de bêtises. Oui, revient un petit peu, effectivement. Deschamps lui a pas vraiment fait de cadeau. Il a pas bougé son système. Il a mis Mbappé dans d'excellentes conditions au détriment de Griezmann. Le capitanat, ça a joué à un moment donné, tu crois? Moi, je pense que c'est. Pour moi, c'est le déclic. C'est le déclencheur pour toi? Je sais pas. Pour moi, moi, je pense que le premier acte, il est là. Pour toi, c'est pas non, convaincu, non, je pense pas. Je pense que là, tu vois, c'est marrant parce qu'on parlait de Brest, on parlait un peu de. Je vais reprendre le titre du dernier bouquin de Dominique Rocheteau, la foot sentimentale. Et je trouve que Griezmann, il y a un petit côté foot sentimental, il y a un petit côté encore que j'aime beaucoup décalé par rapport, alors pas par rapport au foot business, mais moi j'aime bien Griezmann quand c'est le seul qui va saluer le public comme il l'a fait la dernière fois. On faisait un tour d'honneur pour aller saluer les supporters. Voilà, j'aime bien Griezmann dans son approche de déconne un peu, de remettre les choses. Quoi. Voilà, exactement. Je pense que ça, alors il le vit encore. Hein, on n'est pas sportif de haut niveau et à l'Atlético de Madrid en faisant le compte toute la journée, mais on sentait qu'il y avait de plus en plus de décalage. Et je pense que la décision de Griezmann, elle est bien mûri à partir de l'Euro. Comme dit Cédric, le clip, il a mis un peu de temps, donc je pense pas qu'il se soit décidé après les 2 matchs de Ligue des Nations. Je pense que c'était déjà dans sa tête. Et puis je pense que voilà, ça marque le début de la fin d'une génération. Et puis surtout, ça va, je pense, rajouter un petit peu de pression sur les épaules de Deschamps quand même. D'accord, donc vous pensez tous les deux que c'est une décision qui est quand même réfléchie. Jimmy, de ton point de vue, est-ce qu'une décision pareille, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, ou à un moment donné tu peux dire, putain, sur un coup de tête, ouais, j'ai plus envie, je sens que ça passe plus, je me sens un peu trop juste, et je veux pas faire la saison de trop, en gros, même en équipe nationale? Disons qu'il a été obligé de prendre cette décision-là. Parce que bon, il ne faut pas oublier quand même une chose. Hein, je pense que bon, en tant que bon journaliste, vous avez aussi les infos. C'est vrai que physiquement, Griezmann, surtout la saison dernière, au niveau de la cheville, bon, c'était quand même assez compliqué. Il a eu du mal, il s'entraînait plus de la même façon. Et c'est vrai que quand un joueur, surtout sur une compétition comme l'Euro, est un petit peu remis en question par rapport à son statut, si physiquement il est bien, il répond et il montre au coach qu'il est indispensable et qu'il est le meilleur. Et là, on n'a pas senti quand même Griezmann, bon, touché bien sûr, ça se comprend déjà aussi par rapport au capitanat, mais on n'a pas senti... Ça a joué pour toi le capitanat, ça a joué pour toi le capitanat. Toi, tu penses que c'est un ensemble, oui, c'est un ensemble, mais ça fait partie. Je pense quand même que sa forme physique, ses pépins physiques, c'est normal aussi, après 10 ans de carrière avec l'équipe de France, plus après tous ces matchs joués avec l'Atlético, Barcelone et autres. Je pense que, à un moment donné, il s'est dit, on va pas me faire de cadeaux. Il pensait peut-être qu'on allait être, que Deschamps, du moins, allait être un peu sympa. Simeone le fait, le préserve de temps en temps. Deschamps ne l'a pas fait. Ouais. Et je pense que là, il s'est dit, si je veux quand même bien terminer, il vaut mieux que je prenne cette décision-là maintenant, plutôt que d'essayer de retourner la situation à sa faveur, sachant que, bon, déjà, Deschamps, effectivement, a pris une autre voie, mais surtout, c'est que je pense que physiquement, il n'avait pas cette capacité de pouvoir répondre et de montrer qu'il était... Tu insistes là-dessus. Pour toi, physiquement, ça a été un élément important. Benjamin, qu'est-ce qu'on dit dans les coulisses? La relation Griezmann-Deschamps, Griezmann-Mbappé, en réalité, c'est quoi?
Oh non, effectivement, de toute façon, c'est un secret de Polichinelle que la relation Griezmann-Deschamps, elle était quand même très très forte. Fusionnelle. On va pas aller jusqu'à fusionnelle, ça n'existe plus, ça, dans le football d'aujourd'hui. T'as vu les mots qu'il dit quand même, hein. Oui, j'ai trouvé quand même qu'il était très affectueux vis-à-vis de son coach. Il y a un côté père-fils, mais... Oui. Enfin, quand on connaît Deschamps et qu'on le pratique un peu, moi j'ai du mal à imaginer une relation fusionnelle, surtout quand on se voit 3-4 fois par an. Enfin bon, je peux me tromper, mais non, moi je crois pas à une relation fusionnelle, mais vrai relais, effectivement, mais ça n'empêche pas que les deux s'entendent très très bien. Non, je rejoins assez ce que dit Jimmy. Effectivement, je pense qu'il y a un peu d'usure. Moi, sur la condition physique, oui et non, parce que quand je vois le match que fait Griezmann contre le Real en Liga, j'ai pas l'impression de voir un joueur encore très usé physiquement, Jimmy. Non, encore. Non, mais il faut tenir une saison. Tu peux faire un match. Non, mais par contre, mais il lui a pas fait. Je termine juste. Il lui a pas fait de cadeau, Deschamps, pendant l'Euro. Il a persisté dans ses choix, avec ce soit Rabiot, Kanté ou Tchouaméni, des choix à mon avis vraiment discutables. Il a préservé Mbappé en le laissant jouer où il voulait, et Griezmann n'a pas du tout eu le beau rôle. Après, voilà, effectivement, il n'a pas fait un super Euro, mais n'oublions pas les propos de Griezmann à la sortie de l'Euro. Hein. J'ai mal commencé, mais je me sentais de mieux en mieux, et c'est au moment où on m'a sorti. Oui, mais c'est toujours la même chose. Deschamps, on ne va pas reparler de ses choix tactiques, mais il préfère les travailleurs, il préfère les récupérateurs aux joueurs. Il s'est surtout entêté à donner les clés du camion à Mbappé, et je pense qu'il se retrouve avec cette espèce de grenade dégoupillée qui va lui exploser au visage à un moment donné, d'avoir donné tous les pouvoirs à Kylian Mbappé. Mbappé, Griezmann, ça s'entend comment? Sur le terrain, en tout cas, ça marchait pas énormément. Je trouve, mais ils ont des affinités, les deux garçons, ou pas? Non, mais ils s'entendent, quoi. Oui, c'est pas ce qu'on dit dans le milieu là-dessus. C'est pas la même génération, presque, j'ai envie de dire aussi. Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Quand ça gagne, tout va très bien. Quand ça gagne pas, ça va un petit peu moins bien. De là à dire qu'ils s'entendaient pas, absolument, c'est faux. Voilà, ils s'entendaient très bien quand ils se retrouvaient. Il y avait aucun problème. Après, effectivement, c'est plus les mêmes. Cédric l'a dit, c'est plus tout à fait les mêmes joueurs, donc ça change, ça évolue, voilà, mais il n'y a pas aucun malaise entre Mbappé et Griezmann. Quand Mbappé arrive, Griezmann est déjà un taulier de l'équipe de France, la Coupe du Monde 2018, évidemment il explose à ce moment-là, Mbappé, mais le taulier c'est Griezmann au milieu avec Giroud, avec Lloris. Mais Mbappé arrive et il fait tout sauter. Je ne sais pas si c'est là où tu voulais en venir, Karim, mais c'est fini. Tu sais, l'équipe de France où ce n'est plus le sélectionneur qui décide. On a eu des époques où effectivement ça décidait. C'est pas ça, Platoche. Il n'y a pas que Platoche. Zizou. Et même Deschamps, rappelle-toi, pour le retour éventuel d'un certain Eric Cantona en équipe de France. C'est vrai, avec Aimé Jacquet. Et Dugarry aussi pour Zizou. Bien sûr. Ouais. Donc tout ça, c'est terminé. Il y en a qu'un qui décide, qui est prêt à pas faire de cadeaux. Est-ce que la relation, alors que je ne qualifie pas de fusionnelle, mais la relation de confiance Deschamps-Griezmann s'est dégradée pendant l'Euro, fort possible. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, Griezmann a au moins eu la classe de prévenir Deschamps et de l'appeler avant qu'il annonce tout ça. Mais c'est certainement pas Mbappé qui impose quoi que ce soit à Deschamps. Ce serait très mal connaître Deschamps. Jimmy, on arrive à la fin de notre émission cette semaine. Donc, belle carrière qu'a Griezmann en équipe de France. Griezmann, il réunit tout, je dirais, pour un footballeur. Ça veut dire la classe, le talent, la sympathie, apprécié de tout le monde, que ce soit des journalistes, que ce soit de son sélectionneur, que ce soit même des autres joueurs. Et franchement, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de carrière sur les statistiques, sur les matchs et les trophées. Mais lui, en tout cas, il coche toutes les cases, quoi. C'est qu'il est sympathique, il est bon, et ça fait tellement plaisir d'avoir ce genre de joueur. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup qui ont pu procurer ça à beaucoup de gens, que ce soit entraîneurs, spectateurs, famille, tout ce que l'on veut. Et moi, je tire sur mon chapeau parce que c'est vraiment. En plus, c'était un joueur très élégant et en plus de ça, qui avait de l'humour. Donc ça, c'est quand même assez sympa. C'est vrai qu'il coche toutes les cases, Grisou. Hein, donc il cochait toutes les cases. C'est très bien dit. Oui, c'est vrai. Ce que disait Benjamin tout à l'heure, le garçon authentique, le garçon un peu sociétal aussi dans ses positions, donc qui apparaît sympathique, humble, donc, et qui nous a fait aussi plaisir sur le rectangle vert parce que c'est un fabuleux joueur. Donc, qui n'a pas joué à Marseille par contre. Et qui n'a pas joué à Marseille. Donc c'est vrai qu'il c'est peut-être le seul point noir de sa carrière, tu vois, de ne pas être passé par le plus grand club français. Les amis, c'est la fin
fin de notre émission cette semaine et on va terminer sur cette belle note. Le plus grand club français, l'Olympique de Marseille, n'en déplaise à certains. Je me tourne vers toi, mon ami Benjamin. Évidemment. Donc, la semaine prochaine, Lionel Rousseau sera de retour, Michel Moulin aussi. Et puis on aura une Dream Team avec certainement Benjamin. Cédric, tu reviens quand tu veux. Donc c'est fut un plaisir. Merci de m'avoir invité. Jimmy, toi ça y est, tu es un pilier, donc tu es un titulaire indiscutable. Le coach veut plus te sortir. Comme à l'époque. Passez une belle soirée les amis. Le But Football Club est fini pour aujourd'hui et je vous dis à jeudi prochain. Bonne soirée à tous. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avec Idexport, la passion du sport.